Le 28 décembre 1895 a toujours été raconté comme une date révolutionnaire, celle de l'invention du cinéma. Dans l'histoire, elle correspond à la première projection publique payante du cinématographe des Frères Lumière au sous-sol du Grand Café à Paris. Et pourtant, il existait déjà un œil cinématographique avant même l'arrivée du cinéma. Il s'est éveillé, progressivement, pour donner au tournant du XXe siècle naissance aux spectateurs que nous sommes encore aujourd'hui. Travelling, vue aérienne, couleurs, relief, expérience de visionnage immersif, tout a été projeté, expérimenté et rêvé dès le XIXe siècle. Ce siècle est celui du regard, du flâneur et de l'observateur. C'est aussi le siècle de la spectacularisation du monde. Le monde, Charles Péguy disait qu'il avait plus changé entre 1880 et 1914 que depuis les Romains. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Cette histoire vécue et écrite par les peintres, scientifiques, photographes, opérateurs de prise de vue, magiciens des images, et vous, nous, le public, les amateurs qui avons élaboré ensemble le regard moderne. La mécanisation, en pleine expansion au XIXe siècle, donne naissance à de nouveaux modes de transport, comme le train. Et cette machine révolutionnaire va chambouler notre rapport au territoire. Le train, c'est un moyen de transport un peu lent au départ. Il va s'accélérer au fur et à mesure que le siècle progresse. Et il va petit à petit raccourcir, rétrécir en quelque sorte le temps et donc l'espace. Et en même temps, prodiguer aux voyageurs qui sont dans les trains, qui deviennent des spectateurs, une vision du paysage inédite. Et cette image qui nous est aujourd'hui tout à fait familière, elle est nouvelle pour les contemporains. Elle est nouvelle parce que on n'est plus dans le chaos des charrettes, on n'est plus dans des diligences. On avance régulièrement. Et on découvre une vision un peu panoramique, au fond, qui se translate au fur et à mesure que le voyageur lui-même se déplace. That really show us the way in which transportation could be experienced as a form of media, and that media, in a sense, is what we can think of as pre-cinema. I actually have a whole pile of 19th century train windows that are that small. So this is one of them, but it is perfectly frame-like. It's rather beautiful, like a film frame. I very much like that connective thread between actually, you know, the advent of the film frame and the sequencing of seeing a landscape. Regarder par la fenêtre ou voir le train passer. En peinture, l'anglais William Turner est l'un des premiers à s'intéresser à ce motif emblématique de la modernité. Avec Pluie, vapeur et vitesse, une toile de 1844, il traduit la manière de percevoir le paysage brouillé par une représentation tourmentée. Une locomotive floue dans un espace quasi abstrait. En France, c'est Claude Monet qui, dans les années 1870, va en proposer toute une déclinaison. Monet, en fait, et tous les artistes qui vont s'intéresser au chemin de fer et au train, plus largement, c'est des artistes, en fait, qui ont grandi avec le train, qui ne peignent pas le train comme un élément qui vient perturber le paysage, comme un élément finalement négatif, mais au contraire, comme un élément qui est en harmonie avec la nature. Ces monstres de fumée filent sur les rails à travers les campagnes et terminent leur course dans les gares, nouvelle cathédrale de l'industrie. Parmi celles-ci, Monet en fréquente une plus que les autres. C'est la gare Saint-Lazare qui relie Paris à la Normandie où il a grandi, mais aussi Paris à Argenteuil où il réside un temps. C'est sa porte d'entrée et de sortie, un lieu d'évasion qu'il connaît bien.
La gare Saint-Lazare, c'est un lieu tout à fait extraordinaire à l'époque. C'est une des plus grandes gares de France, avec plusieurs nefs accolées les unes aux autres. Là, c'est une nouveauté. Personne jusque-là n'avait eu l'idée, en France en tout cas, de représenter l'intérieur d'une gare. Là, il invente un paysage qui est un paysage urbain, en mouvement, qui fait la part belle à l'architecture, aux passants, aux voyageurs, à l'architecture métallique aussi, notamment, qui est considérée quand même à ce moment-là comme particulièrement laide. Les gares, quand même, cachent les grandes verrières métalliques par des façades en pierre avec une architecture plus traditionnelle. Et donc Monet, lui, au contraire, il va sous les verrières et c'est ça qu'il représente. Malgré le grondement des trains, la poussière, Monet plante pendant plusieurs jours son chevalet. Équipé de ses tubes de peinture, il tente de fixer sur la toile les sensations de la lumière filtrée par les verrières et les épaisses volutes de fumée. The advent of steam in the centre of a town and centre of a city would have been, of course, a very attractive thing for an artist to paint. It takes light into the space. Any condensation of that nature carries all sorts of diffractions and light qualities into the space. What the Impressionists were doing were almost thinking about light physically. En fait, c'est intéressant parce que dans le fond, c'est lorsqu'il est confronté à ce sujet de la gare et des trains, qu'il va commencer à envisager une pratique un peu sérielle de la peinture. Il n'y a pas une peinture de la gare Saint-Lazare qui ressemble à une autre, elles sont toutes différentes et elles lui permettent, en changeant d'atmosphère, de lumière, en étant plus ou moins précis dans sa facture, de rendre par la succession de l'image l'expérience. Comme si, d'une certaine manière, un seul tableau était désormais incapable de rendre l'expérience de la vision du citadin moderne. Cette vision, elle passe forcément par une succession d'images, par une multiplicité d'images. À cette époque, l'esthétique industrielle des gares se déverse aussi dans les rues de Paris. Depuis les années 1850, la capitale se métamorphose. Pour les promeneurs, touristes ou parisiens, elle a lieu à tous les coins de rue. Paris, éventré, est un immense chantier. La transformation de Paris sous Haussmann, elle s'est faite rapidement, brutalement même dans certains cas, puisqu'on a beaucoup démoli, on a aplani, on a nivelé. Donc beaucoup de travaux qui sont entrepris sous les yeux des Parisiens. One of the things that photography felt it could do was compensate for the loss of what Paris used to be, so that photographers like Marville, for example, in a sense used their cameras to be time machines because there was an anticipation that the world was changing. On va vite, parfois on travaille la nuit, donc on a des éclairages aussi qui éclairent, des échafaudages en bois assez gigantesques. Donc on a cette idée du chantier permanent, de la dynamique de la transformation qui se donne à voir par les chantiers. Et ça, c'est aussi un phénomène nouveau. Au-delà d'un Paris statique, tel qu'on pouvait le connaître depuis le Moyen-Âge, d'une certaine manière, avec des changements ponctuels, là tout d'un coup, c'est toute la ville qui semble être en mouvement. We associate Haussmannization with the creation of broad boulevards and the favoring of a city oriented towards two things: the moving of people and goods down large vantage points. It also turned the city itself into a place to look at because these boulevards opened up broad vantage points as well. Cette idée de représenter le mouvement de la foule, le mouvement de la ville, des fiacres, des omnibus, etc., elle apparaît dans les textes dès les années 1850-60, chez les écrivains plutôt. Et on pense évidemment au peintre de la vie moderne de Baudelaire, en fait. L'image du flâneur, celui qui se fond dans cet anonymat de la ville moderne et qui se fond dans la foule et qui regarde autour de lui et qui capte des moments et finalement la beauté, la poésie de ce spectacle nouveau. Really, in the 19th century, there's an acceleration of work that is trying to understand what it is to be modern, what it is to experience the phenomenological flux of activity and motion and time and passing and speed and a kind of velocity that heretofore had not existed.
Renoir, Degas par exemple, Caillebotte également, ont beaucoup représenté ces sujets-là, avec toujours l'idée en fait d'essayer de trouver un équivalent visuel, plastique, à cette expérience d'une forme de vision un peu nouvelle. Ce n'est plus une reconstruction idéale de la réalité qu'ils composent mentalement avant de leur présenter, c'est donner l'illusion qu'ils se posent, qu'ils s'installent devant la réalité et la laissent entrer dans le champ de la vision. Évidemment, ce n'est que de l'illusion, ce n'est que de la construction. Mais c'est incroyable que des peintres n'aient plus mis au centre de l'écran le sujet de leur vocation représentative, mais ils ont tenté de représenter ce qui passe, ce qui surgit, ce qui survient, ce qui fait accident, c'est-à-dire l'aléa. Alors que jusqu'alors, j'irais depuis la Renaissance, la construction pyramidale de la perspective, tout était effectivement mis en œuvre pour ne peindre, ne représenter que ce qui fut prévu, tout ce qui était projet. Certains photographes aussi rendent compte du surgissement de la vie dans le cadre de leur vision. Parmi eux, Henri Rivière, également peintre, graveur et créateur du théâtre d'ombre au cabaret du Chat Noir, sort de l'atelier capter des instantanés au milieu des badauds. Il embarque sa caméra avec lui sur les omnibus qu'il emprunte, sur le bateau-mouche qui va l'emmener à la Tour Eiffel. Il est dans la foule, au milieu de la foule. Il la suit et il réalise justement des clichés de cette foule en mouvement. Alors il y a des effets de décadrage qui sont tout à fait surprenants puisque ce sont des personnages qui passent devant son viseur et qu'il saisit à un moment donné, mais donc qui sont décadrés et qui suggèrent aussi l'existence d'un hors-champ, de toute une vie autour de sa chambre, autour de Rivière. Cette intensité de la ville passionne aussi Gustave Caillebotte. Dans ses toiles, il glisse des figures d'observateurs qui contemplent la poésie de la vie qui se dessine dans ce nouveau Paris haussmannien. C'est une manière pour lui de nous inclure dans le tableau et de bien nous montrer que tout ça est une affaire de regard, est une affaire de spectacle, et notamment toute cette série sur le pont de l'Europe où vous avez des hommes qui sont penchés sur la balustrade en regardant justement les trains qui passent en dessous pour montrer que la ville, c'est un lieu où d'un coup les gens s'arrêtent pour regarder ce qui se passe autour d'eux et devient un sujet. Ce sont des peintures non narratives qui ne racontent rien, si ce n'est l'expérience de l'homme moderne dans cette ville. La génération d'après, qui va populariser ces sujets en fait, auprès du grand public, et c'est celle de Béraud par exemple, donc dans les années 80-90, elle va faire le lien en fait, entre la génération des impressionnistes et la génération du cinématographe. Ces peintres-là vont rendre cette peinture un peu plus descriptive, plus anecdotique, plus narrative. Et c'est cette peinture-là qui va vraiment être très largement diffusée. Donc lorsque le cinématographe arrive, dans les années 1890, eh bien, en fait, ces sujets urbains sont devenus très populaires et on pourrait même presque dire que c'est un cliché de la modernité, en fait. Dans ces rues animées, où notre regard est sans cesse sollicité, de nouvelles images viennent se placarder sur les murs. Ce sont les affiches. Avec l'essor des grands magasins, de la presse illustrée et la multitude de spectacles que la capitale française présente, elles se collent partout, faisant de Paris une sorte d'immense ville-écran. Le 19e siècle se caractérise aussi par le fait que la marchandise, les produits, deviennent disponibles. On n'est plus dans le sur-mesure, on n'est plus dans le fabriqué pour un client. Et des marques apparaissent. Et les pans de mur, les pignons aveugles, nombreux à l'époque des démolitions d'Haussmann, se voient dotés de peintures, murales, de publicités à grande échelle. Les kiosques apparaissent uniquement pour supporter les affiches publicitaires, affiches de théâtre certes, mais aussi publicitaires. Donc on a vraiment une espèce d'envahissement progressif de l'espace public par ces images, par ces textes, par ces marques, par ces noms, qui vous sollicitent et qui, petit à petit, saturent l'espace public. Comme l'était déjà le théâtre ou l'opéra, les grands magasins et la rue deviennent une attraction où voir et être vu comptent tout autant. Et grâce au balcon,
sorte de loge généralisée dans l'architecture haussmannienne, l'activité trépidante de la rue se théâtralise pour les habitants. Il y a un tableau très très important, très beau de Caillebotte, Le jeune homme à sa fenêtre, que Caillebotte présente à l'exposition impressionniste de 1876 et qui montre son frère, son jeune frère, René Caillebotte, de dos, et il regarde vers une sorte de scène de théâtre, un peu comme dans les tableaux de la Renaissance, où se déplacent quelques petites figures, des fiacres, une jeune femme sur un trottoir. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que sur ce tableau, en fait, on voit le fauteuil de René Caillebotte. Donc on imagine bien qu'il a posé son fauteuil face à la fenêtre pour regarder le spectacle à travers cette ouverture. La figure à sa fenêtre, ou son balcon, est un thème cher à Gustave Caillebotte. Un point de bascule pictural qui lui permet d'offrir une vision sans équivalent à l'époque. Le point de vue plongeant. Son autre frère, Martial, saisira les mêmes scènes en photographie quelques années plus tard. Entre Gustave et Martial Caillebotte, deux frères s'observent. Ce sont aussi la peinture et la photographie qui dialoguent. Bientôt, le cinématographe s'emparera lui aussi de la modernité de ses cadrages pour s'imposer comme un standard du regard que nous portons sur la ville. Paris est d'ailleurs en train de devenir la ville la plus regardée, la plus admirée, la plus visitée grâce aux nombreuses expositions universelles qu'elle organise dès 1855. Puis en 1867, 1878, 1889 et 1900, l'apogée. En cette fin de siècle, la capitale française que l'on surnomme bientôt la ville lumière devient aux yeux du monde la ville spectacle. 30 million people, a little more, went in 1889. By the time you have 1900, which is only 11 years later, there are 52 million visitors to the World's Fair. This is more people than lived in the entire country of France. So even though Paris may not have the largest population in the world, it is the most visited city in the world. And what the World's Fairs made us understand is that people would come for what we think of as almost the first purpose-built tourist attractions. Il y a un grand appétit du public au XIXe siècle pour voir, pour regarder le monde. L'exposition universelle, ça dit bien ce que ça veut dire. Une exposition où on montre les objets, les œuvres d'art, les produits de l'industrie au monde entier. Et on invite le monde entier à s'y montrer. Elles se passent toutes au Champ de Mars, sur les berges de la Seine, sur la colline de Chaillot, et puis éventuellement se décale jusqu'au jardin des Champs-Élysées ou à l'esplanade des Invalides. Donc on a vraiment cette partie de Paris qui est fermée, qui devient un lieu absolument fantasmagorique. On va pas seulement voir des reproductions, des images, on va voir toutes les inventions nouvelles du monde entier pour de vrai. Et ça, le public prend conscience aussi de l'ampleur de cette révolution qui secoue à l'époque le monde entier. Ces expositions universelles sont aussi l'opportunité pour nous, le public, de prendre de la hauteur. Une nouvelle attraction est proposée dès 1867 et renouvelée en 1878. Le ballon captif qui révèle à quelques visiteurs intrépides la vue du ciel. Le photographe Nadar, portraitiste du Paris bohème, avait déjà expérimenté quelques années plus tôt l'entreprise périlleuse de réaliser des prises de vue en ballon. Désormais, cela est accessible à tous. Et quelle impression! Il faut bien voir que la ville, elle se découvre jusque dans les années 1850 à ras du sol. L'image aérienne de la ville devient une manière de saisir l'ampleur des changements dans la ville. Et cette image est nouvelle. En 1889, pour célébrer le centenaire de la Révolution française et attiser notre appétit de spectacle, une tour de 300 mètres est érigée, le plus haut belvédère du monde. Autant décriée qu'admirée, avant même qu'elle ne soit achevée, c'est la Tour Eiffel. À peine les travaux terminés, on y retrouve le photographe Henri Rivière qui, après avoir saisi l'agitation de la rue, en entreprend l'ascension.
Avec sa chambre photographique, il saisit les entrelacs de métal de cette immense architecture de fer, avec des inventions formelles extrêmement intéressantes. Des angles de vue obliques. Par moments, il photographie en plongée, en contre-plongée, en plan rapproché, voire en très gros plan. Il assume aussi le flou, qui donne une sensation de mouvement. Et finalement, c'est l'utilisation d'un vocabulaire très moderne qu'on va retrouver, en fait, mais plutôt 30 ans plus tard, parmi les photographes de l'avant-garde dans l'entre-deux-guerres. Les constructivistes, le Bauhaus, la nouvelle vision allemande vont exploiter tout un vocabulaire qui a été expérimenté par Henri Rivière à ce moment-là, en 1889. À l'ouverture de la tour, nous sommes 12 000 par jour à gravir la Dame de Fer. En embarquant dans les ascenseurs, le paysage défile sous nos pieds et au sommet, à la découverte de la vue, l'émerveillement est total. En 1900, une autre structure horizontale cette fois connaît un immense succès. Un trottoir roulant qui serpente à travers l'exposition sur plus de 3 km. C'est la rue de l'Avenir, qui permet de se déplacer à 7 mètres au-dessus du sol et à une vitesse constante de 8 km/h. Elle évoque la sensation vécue par les passagers d'un train, mais cette fois expérimentée en tant que piéton. L'œil et la mécanique se rencontrent pour faire de chacun de nous de véritables caméras mobiles. Grâce à la ville, notre regard sans cesse sollicité s'éveille. Alimenté par l'audace et les expérimentations des scientifiques et des artistes, il va encore davantage se construire. Après la gare Saint-Lazare, Claude Monet poursuit son travail sériel. Un sujet exprimé dans le temps, avec des cadrages et des lumières qui varient. Mais avec les peupliers, et surtout les cathédrales, le peintre nous propose, au tout début des années 1890, un point de vue unique pour tout un ensemble de toiles. La traduction de cette pratique, c'est l'exposition d'un ensemble dans un espace qui est celui de la galerie de son marchand, donc Paul Durand-Ruel, où il ne présente que les œuvres sur ce même sujet. Finalement, on va regarder l'œuvre de Monet d'une manière quasi cinématographique ou chronophotographique. Les spectateurs vont avoir l'impression d'avoir une peinture vivante face à eux. Vivante parce que la succession donne le sentiment d'un déroulement du temps, et puis également vivante aussi par cette vibration colorée qu'on n'a jamais vue en peinture jusqu'à cette date-là. C'est contemporain de certaines avancées du côté de la science, et notamment de la photographie scientifique. On pense à la chronophotographie, sans qu'on puisse vraiment dire s'il y a des liens ou une influence de la photographie sur l'œuvre de Monet. Peut-être ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'il y a dans le fond un esprit aussi du temps qui va vers l'analyse en fait des phénomènes. Au tournant des années 1880, en effet, une petite révolution a eu lieu dans la manière de percevoir le mouvement. Le photographe anglais, Edward Muybridge, diffuse dès 1878 des séries de clichés qui permettent d'observer les différentes positions des membres d'un cheval au galop. Et cela ne laisse pas indifférent le physiologiste français, Étienne Jules Marais, qui travaille lui aussi sur le sujet. They believed that you could actually understand more about nature if you could capture things that you could not see with the naked eye mechanically, because things went by too quickly. And that's precisely why, photographers were really serving science. En 1881, Muybridge embarque pour l'Europe faire une série de conférences. À Paris, dans les laboratoires et salons à la mode où il est invité, ces images font sensation. Il va présenter ses expériences et ce qui est intéressant, c'est qu'il va utiliser la projection, finalement. Il va montrer ces images qui ont été décomposées au moment de la prise de vue, qui sont recomposées à travers la projection.
Si la chronophotographie arrête le mouvement pour l'analyser, elle permet aussi, à l'inverse, d'animer ces images. Marey va poursuivre les recherches de Muybridge et parvient à saisir des oiseaux en plein vol grâce à son fusil photographique au rythme de 12 images par seconde. Ce que désire le scientifique français, ce n'est pas encore de reproduire la vie, mais d'observer ces phénomènes. Capturer le mouvement pour mieux en comprendre le déroulement. En rupture avec les aberrations physiologiques antérieures, certains artistes comme Degas ou Meissonier transposent ces découvertes scientifiques pour faire l'apologie du mouvement suspendu. Le geste devient plus spontané, plus juste, plus naturel. Parallèlement, un autre inventeur génial anime des images peintes. C'est Émile Reynaud. En 1877, il brevetait son praxinoscope. En y ajoutant un système de projection, il en fait un théâtre optique. Attraction sensationnelle, présentée au musée Grévin dès 1892. Trois ans avant le cinématographe Lumière, le musée de cire parisien est le premier lieu au monde où sont projetées sur un écran des images animées pour le grand public. Mais il s'agit encore de dessins, pas de prise de vue réelle. C'est aux États-Unis que le scientifique et pionnier de l'électricité Thomas Edison propose, dans cette émulation inventive et de course au brevet, les premières véritables photographies animées grâce à son kinétoscope. À Paris, en août 1894, on s'attroupe devant une boutique étincelante de lumière électrique sur les grands boulevards. À l'intérieur, des boîtes fermées d'1,50 m de haut. Pour approcher ses yeux de l'œilleton, il faut payer 25 centimes. Et il y a foule. Un certain Antoine Lumière remarque ce phénomène et sent qu'il est possible de faire mieux. Il est à Paris et il assiste à une démonstration du kinétoscope Edison. Et il a cette formule définitive, puisqu'il n'y a que des phrases définitives dans cette histoire. Il faut faire sortir l'image de la boîte et la projeter sur grand écran. Je rentre à Lyon, mes fils trouveront. Avec le kinétoscope, un seul regardeur peut profiter du spectacle. Louis Lumière, lui, va mettre au point une machine qui enregistre et projette l'image sur grand écran. C'est le cinématographe. Thomas Edison aurait pu inventer le cinéma. S'il avait cru au grand écran, et si, comme un Américain, il n'avait pas réagi en industriel qui voulait être certain que quiconque voyait une image avait payé, et s'il avait eu le rêve du père Lumière, c'est-à-dire un rêve de poète, un rêve d'artiste, de se dire, mais non, on se met tous ensemble, puis on regarde quelque chose, tous ensemble sur le grand écran. S'il avait eu ça, il l'inventait, le cinéma. Il avait la capacité technique de le faire. Il ne l'a pas fait parce qu'il n'y a pas cru. La première représentation de cette invention a lieu devant une assemblée de savants en mars 1895 à Paris. Les mois passent, quelques projections sont organisées dans de petits cercles, mais les lumières sont talonnées de tous côtés par d'autres inventeurs. Il est temps de rendre véritablement public le cinématographe. Une date est fixée. Ce sera le 28 décembre 1895 que sera organisée la désormais célèbre première projection publique payante du cinématographe Lumière, 14 boulevard des Capucines. Il fait un froid glacial ce jour-là. Et il est difficile d'arrêter les passants pour les faire s'intéresser à cette attraction qui coûte 1 franc. Le premier soir, seules 33 personnes ont payé leur ticket et quelques invités complètent l'assistance au sous-sol du Grand Café. Au programme, 10 films de 50 secondes chacun. La mer écume, les enfants plongent, tout s'anime. Certains reprochent l'absence de son et de couleurs à ces images qu'ils trouvent tristes comme le royaume des ombres. Mais d'autres y voient l'illusion de la vie. La curiosité va se propager.
On parle bientôt de fantasmagorie hallucinatoire. Et peu à peu, des histoires relayées dans la presse se diffusent pour constituer la légende de cette nouvelle machine à rêve. Es gibt ja immer diesen Mythos, dass diese Geschichte, dass der einfahrende Zug von den Lumières, dass die Menschen vor Angst aus dem Kino gelaufen sind. Und das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, dass die Menschen nicht rausgelaufen sind aus dem Kino, weil sie Angst haben, von der Lokomotive überfahren zu werden. It's lovely, it's apocryphal, but it's completely false. You know, the person who walked into the cinema was probably more likely to say, in my imagination, oh, that looks like what I saw at the train station reflected in the glass when I was standing there in the waiting room. Then there's a real train in black and white and shaky that's about to emerge from the screen. So I love the story, but it's obviously completely fake. It's part of that fairground mythology. You're trying to get people to pay money, so you try to get them in that way. Cette arrivée d'un train en gare de La Ciotat n'a d'ailleurs même pas été projetée au Grand Café parmi les premiers films. Fin 1895, en revanche, quelques semaines avant la projection Lumière, l'attraction était de se rendre dans l'ancienne gare Montparnasse à Paris. Une véritable locomotive avait jailli de l'écran vitré. Un accident où les curieux se pressaient pour se faire prendre en photo, allant jusqu'à acheter des billets de train pour accéder à la gare et voir de leurs propres yeux l'événement. La réalité de l'accident et le mythe du train Lumière se jouent de nous, dès les débuts. Au fond, la révolution cinématographe, c'est peut-être tout simplement de reproduire la vie sur un écran, de parvenir à saisir l'extraordinaire dans l'ordinaire, comme le dira Jean-Luc Godard bien plus tard. What's really interesting, in the end of the day, that primal scene never happened. Cinema was not just invented. It came over 400 years of experimentation. What's magical about film is the depiction of the world. It's the depiction of things. It's being able to look at things. Some of the Lumiere films were performed, but some were just the real. It was depiction, pure and simple. Cette magie-là est enregistrée par la caméra. On a beau être blasé d'images aujourd'hui, c'est sûr que plus personne ne s'émerveille devant les premiers pas de bébé parce que tous les iPhones du monde l'ont filmé 1 milliard de fois. Il reste, n'empêche, de façon indépassable, qu'il y a un moment donné, ils ont fait des œuvres qui sont miraculeuses, qui sont celles où la première fois on reproduit le monde en train de s'animer. Pour saisir ce monde en marche de manière si sensible et maîtrisée, Louis Lumière, comme la plupart des premiers opérateurs, pouvait compter sur une expérience de photographe. Cela a permis, d'emblée, à certains d'entre eux de contrôler la caméra et de nous livrer des cadrages merveilleusement composés. Il faut se souvenir qu'à l'époque, le cinématographe n'avait pas de viseur et donc effectivement, il fallait être extrêmement compétent en quelque sorte, avoir une sensibilité artistique, un sens du cadrage, un sens de la composition pour réaliser ces vues qui aujourd'hui nous époustouflent par leur magie, leur grâce. Lumière était photographe, il était industriel de la photographie. Donc il savait fabriquer des images, il savait fabriquer du noir et blanc, il savait faire le point, il fait tout. C'est un artiste, il fait des films, c'est un cinéaste, c'est le premier des cinéastes. Il s'est posé des questions que tout le monde va se poser après lui. Où est-ce que je mets la caméra ? J'ai 50 secondes pour un sujet. C'est quoi mon sujet ? C'est quoi le traitement ? Comment je vais plaire au public ? C'est quoi les entrées et les sorties de cadre ? Une vue lumière, c'est d'une certaine manière la stupéfaction, l'utopie aussi, d'un personnage qui entre par le bord à droite d'une photographie animée et la mélancolie de sa disparition par la gauche. What people had in the movies was not the great stories. What they had was themselves. They had another way of seeing their own experience. And so one of the things that we've really noticed in looking at early films is how often
someone is randomly walking through the film and, more importantly, looking at the camera. And that isn't because they're naive. It is because they understand that they are being photographed. What the cinema really brings to the foreground is what happens to me, the spectator, and what happens to the viewer. From now on, you can be a movie, that you can be an animation that can live forever and beyond your life. So I think from that moment on, people begin slowly but inevitably and with an accelerated unconscious adaptation to behave as if they are a film. So people begin to look and behave and walk and talk as if they could be filmed. And this, of course, is accelerated massively in the last 20 years because everyone has a movie camera in their pocket now. Modernity, in a sense, I've argued, is really contingent on the idea not that people see things, but that people see that what they have seen represented. The world becomes a picture, but you then have to see your world pictured one more time, and that gives you a sense that you actually belong to something larger than your own experience, which is one of the major qualities of modern life. Lumière fait les premières projections fin décembre 1895 à Paris. Il ouvre la salle Lumière de Lyon fin janvier 96. Et dans le même temps, recrute ces jeunes opérateurs pour les envoyer à travers le monde. Et il y a quelque chose d'une planétarisation du monde que la photographie de presse avait déjà commencé à faire, mais que le cinéma va multiplier à l'infini. Les opérateurs lumière rapportent ces images de telle manière à donner au public ce sentiment de suppression de ce qui les sépare du reste de la planète. Il y avait cette ambition d'aller cueillir le monde entier, de le rentrer dans une petite machine et de le réélargir comme un spectacle, comme un songe, le temps d'une projection, qui est l'équivalent du rêve. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, was das bedeutet hat, dass etwas sehr, sehr weit und unerreichbar ist und trotzdem uns als Bild erreicht. En explorant la Terre, le médium cinématographique se découvre aussi lui-même, avec les premiers effets de mise en scène comme le travelling. Cette expérience vécue par notre œil qui avance dans l'espace est désormais enregistrée par la caméra. Le premier est tourné au fil du Grand Canal de Venise en 1896 par l'opérateur Alexandre Promio qui travaille pour les Frères Lumière. Es ist ein unglaublich klares Traveling an einer Häuserzeile vorbei und wir haben im Vordergrund Schiffe und Gondeln, die die Gegenbewegung haben und dadurch noch eine merkwürdige Beschleunigung in das Bild bringen. Und das ist so schön fotografiert oder so schön gefilmt, dass es sogar Bestand hat bis heute. La grammaire cinématographique qui s'invente progressivement est aussi parfois le résultat du hasard. Comme lors d'une projection d'un film Lumière en 1897, où, par la grâce d'une mauvaise manipulation, un mur détruit apparaît tout d'un coup, reconstitué devant les yeux du public ébahi. Now, this is totally radical. And if you like, this is the real and only invention of cinema, is the ability for the very first time in history to see something go backwards. Because you can't make a reflection go backwards. You can't make time go backwards. I believe it would have taken the audience's breath away. And you can see how it happened. Somebody was just hand cranking it, and probably they hand cranked it back. You know, and why not? La manivelle de caméra se révèle être une machine d'émerveillement. Une machine narrative aussi. Parallèlement aux images prélevées au monde, des opérateurs que l'on n'appelle pas encore réalisateurs ou cinéastes cherchent à raconter des histoires. Parmi les tout premiers, Alice Guy, Georges Méliès, Ferdinand Zecca et bientôt Louis Feuillade ou Max Linder, père de la comédie et du burlesque.
Dès le début, la cinématographie s'est intéressée à l'histoire et à la narration. On a souvent eu comme idée que, dans le fond, le cinéma des premiers temps était un cinéma plutôt de non-fiction, un cinéma documentaire, et progressivement arriverait la narration. Et en fait, quand on regarde les catalogues Lumière, Pathé, Gaumont, cette période-là, et même chez Méliès, il y a à la fois de la vue documentaire, ce que Méliès appelle les vues de plein air, et des scènes d'histoire. Et ces scènes d'histoire, elles sont très importantes, elles font partie aussi de l'attraction cinéma à ses débuts, même si évidemment il n'y a pas le montage, il n'y a pas encore toute la perfection de la narration telle qu'elle va se développer dans les années 1910, un petit peu plus tard, mais déjà en fait, on veut raconter des histoires avec le cinématographe. Et pour développer leur récit, les cinéastes naissants piochent dans un répertoire pictural existant qui repose déjà sur l'imaginaire collectif. On va aller chercher, dans le fond, des peintures qui ont eu beaucoup de succès au salon, qui ont été extrêmement diffusées ensuite par la lithographie, la reproduction dans la presse, par la photo également, la carte postale même. One of the things that early cinema shows us is what we'll call a circuit of echoing in visual culture, and that visual culture kind of indiscriminately circulated in ways that the history of art has unfortunately filtered out. Et ça qui est intéressant, c'est de voir que c'est pas tant la peinture de Monet, par exemple, de Renoir ou des impressionnistes, qui a été diffusée de manière populaire à grand tirage. Voilà. Par contre, la peinture d'histoire, la peinture de Gérôme, la peinture de Merson, la peinture de Delaroche, c'est une peinture qui est devenue populaire parce qu'elle a été diffusée très largement. Et donc ce premier cinéma, eh bien, va prendre le relais de ces images-là, qui déjà, en fait, en termes d'histoire de la peinture, était devenue une forme de divertissement populaire. Les récits héroïques et les batailles sont reconstitués non plus seulement sur la toile, mais devant la caméra, pour fictionnaliser toujours plus l'histoire et la projeter sur grand écran, comme la récente guerre franco-prussienne de 1870. Les dernières cartouches d'Alphonse de Neuville, qui a été le grand succès du salon de 1873, qui ensuite a été décliné dans tous les supports possibles et inimaginables, de l'affiche jusqu'à la boîte d'allumettes, va être repris par plusieurs cinématographistes. Donc, dans ces années-là, on connaît 5 ou 6 versions qui vraiment répliquent le tableau de Neuville. Hat der Maler dort in diesem Bild ganz viele Geschichten. Ja, ein Sterbender, ein Verwundeter, einer, der aufschreit, wir müssen durchhalten, hat sehr viele Geschichten in ein Bild gegossen. Ja? Und das zum Ausgangspunkt eines Films zu machen, wo diese angehaltene, eingefrorene Zeit, wo sehr viele Geschichten nebeneinander liegen, sie wieder in einen Fluss zu bekommen, das ist, glaube ich, das, was so faszinierend ist daran. Es geht nicht nur darum, ein bekanntes Bild auszubeuten, ja, um es zum Film zu machen, sondern auch das davor und das danach, ja, wieder in die Bewegung zu bringen. Et donc, les films, plutôt que de mettre dans la même image plusieurs événements, eh bien, vont les faire se succéder dans ce qu'on va appeler la narration cinématographique. La fiction pioche aussi dans les ressorts efficaces du feuilleton et de la mise en scène du très populaire Musée Grévin, où l'œil du public est une machine narrative pour revivre, par exemple, l'histoire d'un crime. In 1882, in a wax museum, 7 tableaux are set up as if it were a serial novel. And what a wax museum viewer then could do is walk through the different tableaux in order to have the story unfurl. Why this is so interesting is because it shows you, it's extremely empowering to the spectator, because it's the spectator's motion that makes the story happen. In 1901, Ferdinand Zecca literally repeats what had been on view for 15 years at the Wax Museum. Every tableau is just recreated in his movie. The one difference, and it's kind of telling in the Zecca film, is that there is a dream sequence. When the criminal is in jail, you see him in the foreground, and then there's basically a stage behind him. And on that stage, above him, is a dream.
of his past life, of his happy past life before he was jailed and waiting for his trial. What the filmmaker would introduce is what we'll call the mind's eye. La manipulation de l'image par le biais du montage va lentement enrichir le vocabulaire cinématographique. Méliès en est l'un des pionniers. Illusionniste, il transpose un certain nombre de trucages du théâtre et de la prestidigitation pour surprendre encore davantage son public et le faire rêver. It was just so much about invention. It's like, we can now use this medium to get to the moon. And it was done with such humour as well, and joy. Joy. Jouissance. You know, we've got to bring that back a bit. It's this great and versatile medium, and we have to use it in the complexities that it has, really. Le cinéma n'est pas la vie. Le cinéma, c'est l'art de mentir vrai. Et pour transfigurer la réalité, la couleur est d'emblée une quête du cinématographe. Teintées, virées ou peintes à la main sur la pellicule, les couleurs donnent une plasticité à l'image et vont même parfois jusqu'à danser sur la toile en échappant aux contours des formes. Se projeter dans l'image est aussi possible depuis les années 1850, notamment grâce aux vues stéréoscopiques qui font fureur. Dans ces lunettes sont proposées des vues urbaines, des photos érotiques en relief, ou encore, dans un effet miroir, des images de personnes en train de regarder dans ces mêmes appareils. C'est frappant de constater aujourd'hui la profusion de représentations d'individus qui sont en train de regarder d'autres individus, que ce soit dans l'espace domestique, mais aussi beaucoup dans l'espace public. Cette figure du regardeur ou du voyeur, c'est selon, elle est omniprésente en fait. Et c'est finalement ce qui constitue, d'une certaine manière, le spectateur moderne que nous sommes toujours, c'est assister ensemble à un spectacle, le partager. Donc c'est à la fois l'invention d'un regard collectif, mais aussi c'est presque l'émergence d'un corps collectif. Au cours du XIXe siècle, le public que nous sommes s'est constitué. Nous avons été nourris de jouets optiques, de manifestations comme le salon de peinture, d'expositions et d'attractions qui nous ont permis de voir à 360 degrés dans les panoramas, d'éprouver le mal de mer ou l'envol dans d'énormes machineries d'illusions. À ses débuts, le cinéma a donc tout approuvé à notre société avide de divertissement. Il va devoir faire sa place parmi les autres phénomènes de foire et de café-concert où il est projeté. Les salles sont parfois éclairées, ils peuvent se lever, bouger, marcher, parler en même temps, interagir avec le bonimenteur, qui est l'homme qui commente et présente ses films. On va vous montrer quelques films, puis ensuite il y aura un numéro d'acrobatie ou un numéro de chant, par exemple, et puis on reviendra ensuite à des scènes de cinéma. The cinematograph was absolutely only one attraction among many others, and it was not even the one that seemed to have a great future ahead of it. In 1900, it's not so clear that maybe the movies will develop autonomously, will develop independently, will seem as if it's going to be an art form. L'année 1907 est un tournant. Les films s'allongent, leur offre se diversifie et les projections cinématographiques ont de plus en plus de succès. Des salles de cinéma sont aménagées et des lieux de spectacle se reconvertissent pour diffuser des films comme le Cirque d'hiver à Paris ou l'immense hippodrome de la place de Clichy qui devient, avec ses 3400 places, le plus grand cinéma du monde. C'est en 1907-1908 que le cinématographe cesse d'être graphe, il devient cinéma tout court. Et ça devient un loisir de masse. Avec des salles confortables, on peut y fumer, manger, etc. Vous savez, chez un forain, sur des vieux bancs, derrière une tente où on a froid, c'était pas évident de bloquer des gens sur des films longs. Et donc, le cinéma devient un loisir de masse. And then you start to really see a space in which the working class and the bourgeoisie or the elite can actually
sit shoulder to shoulder and enjoy this entertainment, which is for everyone. So one of the things that's so important is to see the way in which the audience is fundamental to the history and growth and development of the movies. And if you only see this as a story of filmmakers or directors, then you miss, in a sense, how their art form evolved. Because as a democratic art form, if they have no audience, they have no future. We always have to see for the regard of the public. And this is what makes the movies a particularly original, particularly important art form that democratizes art and culture and that embeds within it a two-way street between the receiver and the maker. À l'orée de la Première Guerre mondiale, le cinéma se révèle comme un spectacle et une industrie en plein essor. Il n'est pas encore reconnu comme un art, mais il comprend et fusionne déjà la peinture, le théâtre, l'architecture, la littérature, la photographie. Il va continuer d'expérimenter, d'inventer son langage pour s'affirmer comme un médium à part entière. À son tour, il va devenir une source d'inspiration et d'influence, engager une réinvention plastique. Les peintres vont se libérer de la représentation fidèle d'après nature. Leurs compositions vont se fragmenter. Les jeux de perspective seront malmenés. Les couleurs vont s'éloigner du réalisme en devenant fauves. Et pour nous, le public, une nouvelle manière de voir et fabriquer les images va définitivement s'imposer. Cinématographique.